Ellis Island, îlot de larmes et d'exil, au pied de la Statue de la Liberté, la porte de l'Amérique. Pendant près de 60 ans, Ellis Island a été le point de passage des immigrants européens. Ils sont près de 12 millions à être passés entre ces murs. Après avoir fui la misère et les persécutions, après une traversée de l'Atlantique qui pouvait durer un mois entier, ils ont accosté au centre d'immigration situé dans la baie de New York. Ellis Island, un mythe, mais aussi une administration complexe, tentaculaire, ultime épreuve des candidats à l'American Way of Life. « 1907, le paquebot d'une compagnie transatlantique pénètre dans la baie de New York. Sa cargaison, entassée de la cale au ponton, des immigrants en provenance du vieux continent. Ils ont embarqué à Liverpool, Naples, Le Havre ou Marseille. Quand le navire pénètre dans le port de New York, la Statue de la Liberté paraît saluer les nouveaux arrivants. Pour eux, elle est le symbole de l'Amérique, la promesse d'une seconde chance. Elizabeth Phillips, une immigrante de Wexford en Irlande, s'en souvient. The first time I saw the Statue of Liberty, I remember all the people rushing to the side of the boat and just screaming their head off and saying, there she is, and in all kind of tongues, wherever it come from, but everybody was saying, there she is, like somebody was greeting them. Le centre d'immigration, tel que le découvrait Elizabeth Phillips, a subi de nombreuses transformations depuis son ouverture en 1892. Le nom Ellis Island vient d'un vieux propriétaire terrien qui possédait cette île. Monsieur Samuel Ellis était un commerçant, un négociant local qui vendait de la corde et d'autres choses. Le gouvernement a fini par racheter l'île à la famille en 1808 pour $10 000. C'était une très grosse somme à l'époque pour seulement 1,3 hectare de terrain. Le poste d'immigration était initialement en bois. Ces bâtiments ont brûlé dans un énorme incendie en 1896. Ellis Island a été fermé et un nouveau poste a été construit avec des bâtiments inifugés. Ce sont ceux que l'on peut voir aujourd'hui. Il a été conçu sur le modèle d'une gare parisienne, car il pouvait conjuguer le transit entrant et sortant d'un grand nombre de gens, comme dans une gare ferroviaire. En 1900, Ellis Island a rouvert avec ce nouveau bâtiment. Et l'immigration a brusquement fait un bond sans précédent. En 1907, 1,2 million d'immigrants sont entrés aux États-Unis et ont totalement submergé les services d'Ellis Island. En 1907, c'était l'année la plus importante de Ellis Island si on compte par le nombre d'arrivées. Il y avait 15 paquebots avec 22 000 personnes dans chaque bateau qui sont arrivés cette année-là. C'est également en 1907 que le jeune Salvatore Lucania, qui sera un jour parrain de la mafia new-yorkaise, débarque du Campania, un paquebot de la Cunard Line qui a pris le large depuis le port de Palerme en Sicile. Il est âgé de 10 ans. Dans ses mémoires, il rappellera les difficultés et la misère qui ont poussé ses parents à l'exil. Toute notre enfance, mon vieux parlait d'aller en Amérique. On avait un calendrier d'une compagnie de transatlantique à Palerme.
Mon vieux, il en rachetait un nouveau chaque année et l'accrochait au mur. Souvent, on ne mangeait pas à notre faim car mon père économisait chaque centime qu'il rangeait dans une bouteille sous son lit. Et à chaque fin de mois, ma mère les recomptait pour voir dans combien de temps on aurait assez d'argent pour aller prendre le bateau à Palerme. Au milieu de la foule, de tous ces gens venus du sud de l'Italie, de Grèce, d'Arménie ou d'Europe de l'Est, le petit Salvatore Lucania paraît épuisé. Près d'un mois de traversée en 3e classe ont laissé des traces. Sous l'effet de la promiscuité, de la chaleur, du manque de ventilation, son visage est criblé de boutons. Des marques apparentes qui, pour chaque immigrant, représentent une source d'angoisse. Les inspections sanitaires et médicales sont les principales causes d'un refus d'entrée sur le territoire états-unien. Avant l'ouverture d'Ellis Island, chaque État pouvait choisir de contrôler l'immigration ou de ne pas s'en soucier. La plupart des États préféraient ne pas s'en soucier. Mais les plus concernés par l'immigration européenne, comme l'État de New York, ont mis en place des lois pour gérer l'arrivée et l'inspection des immigrants. Les jours d'affluence, les files d'attente s'étendent jusque sur le parvis à l'extérieur du bâtiment principal. Les plus riches ont pu confier leurs bagages aux porteurs et se décharger d'un fardeau que la plupart transportent à bout de bras, comme ils peuvent. Puis c'est l'attente. Dans le meilleur des cas, elle durera 3 heures, avant le passage devant les agents de l'immigration. Nouvelle épreuve, et première rencontre parfois difficile avec des fonctionnaires débordés, à la réputation entachée par la corruption. Il y a eu de nombreux scandales de corruption à Ellis Island. Ils ont ponctué l'existence du site, de son ouverture en 1892 jusqu'à sa fermeture en 1954. Contre un bakchich d'1 ou 5 $, l'inspecteur vous laissait entrer en tant que citoyen américain. Les inspecteurs et eux seuls décidaient de vous laisser entrer ou pas. Le pouvoir qu'ils avaient, celui de dire oui ou de dire non, leur donnait la possibilité de toucher des pots de vin. Les premiers tests médicaux ont lieu dans les files d'attente. Ils ne font que commencer. L'hygiène est la grande obsession du centre d'immigration. On a depuis, par exemple, 1892 et l'épidémie de choléra en Europe, une crainte par rapport à la migration des microbes. Et on va progressivement mettre en place aux États-Unis et à Ellis Island en particulier des mesures d'hygiène ou de contrôle d'hygiène. Et ça va effarer les immigrés parce qu'il y a un contrôle qui est désagréable. Mais il ne faut pas oublier qu'on essaie de le faire même avant l'embarquement en Europe. On va faire une enquête en Europe pour essayer de voir quels sont les ports les plus sûrs et les ports où il y a en amont des contrôles sanitaires et autres pour empêcher l'arrivée de gens qu'on ne veut pas, avec des microbes qu'on ne veut pas. Donc il y a à la fois une crainte de l'immigration de personnes et aussi une crainte de l'immigration des microbes, et on mélange les deux dans une xénophobie qui est considérable à cette époque. Les examens les plus redoutés par les immigrants visent à détecter les maladies oculaires contagieuses, telles que le trachome qui rend aveugle. Les tests oculaires. Elda Delbino Willits, une immigrante arrivée enfant d'Italie, en fera longtemps des cauchemars. I got on the boat, I was only 5, and this gentleman took me on a walk one day, and he said, you know what, when you get over to Ellis Island, they're going to be examining your eyes with a hook. And he says, don't let them do it, because you know what? They did it to me when I fell in my pocket. So you can imagine how I entered this. So we get over there, and everybody has to pass. And I'm on the floor screaming, I will not let them touch me. Après cela, il y avait un autre médecin plus loin dans la file qui vous examinait pour rechercher d'autres maladies. Cela allait des grossesses pour les femmes à toutes sortes de maladies mentales. Quand ils décelaient chez vous les signes physiques de la maladie, ils prenaient une craie et ils écrivaient une lettre qui était un code secret sur votre manteau. Les responsables en blouse blanche vous faisaient alors sortir de la queue et vous faisaient attendre dans une grande cage. En 1907, cette cage se trouvait au premier étage. Le petit Salvatore Lucania passe comme les autres à l'inspection médicale, l'examen en 6 secondes chrono.
Pour les médecins qui l'auscultent, les boutons apparus sur son visage sont le symptôme d'une variole, qui le laissera le visage grêlé. La plupart des immigrants réussissaient cette première étape et on les laissait passer. On leur remettait un ticket d'inspection sanitaire qu'ils plaçaient dans leur chapeau ou qu'ils gardaient à la main. Ces tickets étaient compostés par un employé en haut des escaliers. Après cela, les immigrants étaient autorisés à aller s'asseoir dans le grand hall et à patienter encore dans de longues files d'attente. Les immigrants doivent ensuite produire les papiers qui leur ont permis d'embarquer. Une fois au bout de la file, l'inspecteur vous interrogeait. Lui était assis derrière un grand bureau. Il trempait son stylo dans l'encre, puis il appelait les gens les uns après les autres à partir de la liste des passagers fournis par la compagnie transatlantique et leur posait des questions. C'étaient les mêmes questions que celles qu'on leur avait posées à bord du bateau. Quel âge avez-vous? Quel est votre nom, votre race, votre nationalité? De combien d'argent disposez-vous? Êtes-vous déjà venu aux États-Unis? Êtes-vous anarchiste? Êtes-vous polygame? Avez-vous déjà été condamné pour un crime? Ils vous mesuraient, notaient votre taille, la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux. La présence de signes distinctifs comme des cicatrices était également notifiée. Toutes ces informations sont consignées par les inspecteurs dans le registre des entrées. Sous le nom de Salvatore Lucania, le registre mentionne son âge, 10 ans. Sa taille, 5 pieds. L'adresse du cousin Antonio Siragusso, qui a précédé la famille Lucania aux États-Unis. Les immigrants dont le vêtement a été marqué d'une lettre codée à la craie sont soumis à des examens plus approfondis. Bien sûr, il arrivait que certaines personnes soient vraiment malades. Dans ce cas, elles étaient hospitalisées dans l'hôpital des immigrants. Cela valait pour les femmes enceintes sur le point d'accoucher ou les enfants atteints de la rougeole. Il y avait différentes classes de maladies. Classe A, classe B, classe C. La classe A, qui était la pire, voulait dire que vous alliez être expulsé. Mais les médecins n'avaient aucune autorité. Tout ce qu'ils faisaient, c'était d'essayer de diagnostiquer et de soigner les gens. Ensuite, ils envoyaient leur rapport aux inspecteurs de l'immigration. C'était l'inspecteur et lui seul qui décidait de votre sort. En moyenne, il n'y avait en fait que 10% des immigrants qui étaient détenus pour raisons médicales. 90% d'entre eux étaient autorisés à entrer. Entre 1902 et 1913, Ellis Island est dirigé par William Williams. Ce haut fonctionnaire républicain, diplômé de Yale, fait preuve de la plus grande intransigeance tant à l'égard des 600 fonctionnaires sous ses ordres que des immigrants. S'il a mis fin à la corruption, il sera aussi accusé de racisme et d'antisémitisme. William Williams a dirigé Ellis Island pendant un certain nombre d'années. C'était un personnage intéressant, un descendant des premiers colons européens installés aux États-Unis. Il ne voyait pas d'un très bon œil l'arrivée des immigrants de cette époque. Les immigrants juifs et les immigrants italiens, il ne les aimait pas beaucoup. Cette sorte de racisme social était largement répandu aux États-Unis. Williams n'était pas différent. Il faisait simplement partie de cette société. Son comportement n'avait rien d'extraordinaire. Il a bien fait comprendre qu'il voulait empêcher ces gens d'entrer dans le pays, particulièrement les Italiens du Sud, les Grecs, les Arméniens, les Arabes, les Slaves et bien sûr les Juifs. Williams renforce la clause LPC, Likely to Become a Public Charge, destinée à exclure toute personne représentant une charge pour la société. Les fonctionnaires de l'immigration suspectant les nouveaux arrivants d'indigence doivent s'assurer qu'ils ne vivront pas au crochet de la collectivité. À partir de 1909, on exigera d'eux un minimum de 25 $ en poche. Les Juifs se sentent visés. Les immigrants juifs qui débarquaient n'allaient pas travailler dans les usines ou dans les mines. La plupart devenaient tailleurs. Ils travaillaient dans la confection de vêtements. Ils étaient colporteurs. Ce n'étaient pas les hommes les plus solides qu'on puisse trouver. Donc lorsque certains des hommes qui arrivaient ici étaient d'un petit gabarit, les services de l'immigration jugeaient qu'ils risquaient de devenir une charge pour l'État.
Les immigrants juifs quittaient la Russie à cause des pogroms, qui consistaient en de violentes attaques contre les juifs, des attaques antisémites. Alors que les immigrants venus de Grèce ou d'Italie pouvaient retourner en Italie ou en Grèce, les juifs, eux, ne pouvaient pas repartir. Bien peu de choses les rattachaient à leur pays natal. Ils n'y étaient pas les bienvenus et ils ne voulaient pas y retourner. Être renvoyé en Russie pour un immigrant juif, c'était quelque chose de très dur à vivre. Les premières organisations juives américaines soulignent le nombre sans précédent des immigrants juifs refoulés en 1908, pendant que des pétitions dénonçant les méthodes de Williams sont adressées au président des États-Unis. Une plainte est finalement déposée. Williams est contraint d'aller s'expliquer devant le Congrès. William Williams a dû se défendre devant un comité du Congrès sur l'immigration à Washington. Mais comme il n'avait rien fait de mal, il avait appliqué la loi, peut-être un peu trop sévèrement, ils n'ont rien pu faire contre lui. Il est resté en place, continuant à gérer le centre d'immigration avec la plus grande sévérité. Quand il a quitté son poste, il avait rendu la situation bien meilleure, particulièrement en ce qui concerne la corruption. Dès l'ouverture d'Ellis Island, plusieurs catégories d'indésirables ont été signalées par les services de l'immigration. Les prostituées sont assidûment recherchées dans les files d'attente. Si elles sont débusquées, l'expulsion est immédiate et sans appel. Quant aux Chinois, depuis la fin du 19e siècle, le Chinese Exclusion Act leur interdit l'entrée du territoire. Son but était très simple, empêcher les Chinois de venir. Il y avait également des préjugés raciaux contre les Chinois. En conséquence, une loi excluant de manière spécifique les Chinois a été votée en 1882. Cette loi était le point charnière qui a fait changer toute la politique d'immigration des États-Unis. L'objectif et les effets de cette loi étaient de signaler clairement qu'il était possible de limiter certains groupes en particulier. Pendant très longtemps, il n'y a eu aucune restriction sur l'immigration. Si vous parveniez aux États-Unis, vous n'aviez pas besoin de passeport, pas besoin de visa. Tant que vous étiez en bonne santé, vous pouviez entrer. Les contrôles médicaux terminés, le petit Salvatore Lucania attend le verdict de l'inspection. Depuis la fenêtre de droite du grand hall, le garçon sicilien aperçoit Manhattan. Le nom seul fait rêver. C'est là qu'il habitera si sa famille est admise à pénétrer sur le territoire américain. Il y aura d'un côté les élus, de l'autre les damnés. À gauche, c'est l'hôpital d'Ellis Island. Une étape qui peut précéder l'expulsion. Les immigrés craignaient d'être refoulés. Ils avaient peur que, pour telle ou telle raison, ils seraient détenus sur le site même pendant un temps incertain. Mais même dans le plus fort de la période de l'immigration, il y avait peut-être 2%, 3% qui étaient refoulés. Malgré des interrogations sur son état de santé, Salvatore fait partie de la très grande majorité des élus. On agrafe au revers de son manteau la destination choisie par sa famille, New York. C'est une nouvelle vie qui commence. New York, Manhattan. New York est la plus grande ville du pays. C'est un port commercial en pleine expansion et la porte d'entrée vers toutes les autres régions du pays, vers les usines, vers les mines. Il y a un grand besoin de main-d'œuvre immigrée non qualifiée. Car c'est aussi un vaste chantier. On y construit de nombreux gratte-ciel. On construit le métro, on construit des ponts, des routes. Il y a des immigrants qui travaillent dans l'industrie textile. Tout cela attire donc les immigrants européens vers cette ville. En 1910, 80% de la population de New York est constituée d'immigrants ou des enfants d'immigrants. La famille Lucania prend ses quartiers dans le sud de Manhattan, au 265 est de la 10e rue. L'appartement est exigu pour une famille de 5 enfants.
De la fenêtre du salon, au 3e étage de cet immeuble du Lower East Side, Salvatore a une bonne vue sur le quartier des immigrants, qui offre un spectacle aussi inquiétant que fascinant. Pour Emile Nathanson, qui fait partie du petit contingent de Français passés par Ellis Island et qui s'installe avec ses parents dans ce quartier à dominante juive, la découverte du Lower East Side est un choc. Well, there was a lot of things I remember about the East Side when we first came over. They had Orchard Street, there was pushcarts. And it was full of dirt. It was dirty. It was so dirty. I couldn't get over it. Even to this day, I can remember the dirty New York with all the... and cats and mice and everything else. And I said to myself, if I were only older, I'd take the boat and go home again. Because Paris was so clean. It was so nice, as far as I can remember anyway. Le Lower East Side, c'est-à-dire la partie située en dessous de la 14e rue et presque jusqu'au Financial District, était le quartier le plus densément peuplé aux États-Unis et aussi l'un des plus densément peuplés au monde, car c'était une très très petite zone. J'y ai moi-même vécu dans ma jeunesse. On pouvait traverser le Lower East Side à pied du nord au sud en 15 minutes. Sauf qu'il y avait plus d'1 million de gens qui vivaient là. La plupart d'entre eux vivaient dans des immeubles de 5 étages, sans ascenseur et sans eau chaude. Ils n'avaient pas de chaudière. Il y avait souvent 4 appartements sur le même palier avec un seul cabinet de toilette. La baignoire était dans la cuisine pour qu'on puisse y verser l'eau qui avait été chauffée sur la gazinière, car il y avait le gaz mais pas l'eau chaude, et pendant longtemps pas d'électricité non plus. Ce n'était pas un quartier totalement juif, mais les juifs étaient les plus nombreux et des schémas ethniques s'y sont développés. Les Napolitains vivaient souvent dans tel immeuble ou dans tel pâté de maison, les Siciliens dans un autre endroit et les Italiens du Nord dans une autre partie de la ville, car la plupart d'entre eux avaient un peu plus d'argent. Il y avait ce genre de distinction interne, y compris au sein d'un même groupe d'immigrants. Et entre les différents groupes d'immigrants, il existait de véritables rivalités, pour les emplois, pour un territoire et pour le contrôle des écoles. En 1907, les Italiens, et particulièrement les Siciliens, représentent le contingent le plus important des nouveaux arrivants. Comme la plupart d'entre eux, la famille de Salvatore Lucania a fui la Sicile, plongée dans la plus grave crise économique de son histoire. L'émigration de masse qui va se faire en Sicile et plus généralement en Italie du Sud est très très fortement liée au phénomène de la constitution de l'Italie. D'abord parce qu'elle va se faire cette création de l'unité italienne à bien des égards contre le Sud, ou en tout cas en considérant le Sud un peu comme un pays conquis, comme une véritable colonie, qu'elle va donc générer des phénomènes tels que le banditisme, tels que la mafia, qui ne vont qu'accélérer les problèmes qui se posaient déjà à la Sicile depuis, je dirais, le 15e ou le 16e siècle. L'El Caraflidi, la ville minière où est né Salvatore Lucania, n'échappe pas à la crise. Les ouvriers qui triment dans les mines de soufre voient leurs conditions de vie se dégrader dans les premières années du XXe siècle. Il y avait toujours cette même puanteur des mines de soufre à l'extérieur de notre village où mon père travaillait. C'était la même poussière grise qui recouvrait tout. Elle pénétrait si profondément dans nos habits que nos mères ne pouvaient l'enlever. C'était l'odeur du manque d'argent, de la faim, tout le temps.
Les États-Unis, c'est devenu le paradis des pauvres. On arrive jusqu'à 14 millions de Siciliens qui auraient quitté, en 30 ans, qui auraient quitté leur pays. C'est le mythe du modèle américain et du paradis américain. Laissez-moi vous raconter une histoire du folklore italien, dont il existe de nombreuses versions. C'est un Italien installé depuis longtemps en Amérique qui parle. Il s'adresse à ses enfants et leur dit « Avant notre départ, on nous a dit que les rues étaient pavées d'or. En arrivant, nous avons découvert que les rues n'étaient pas pavées d'or. Elles n'étaient même pas pavées du tout. Alors on nous a dit de les paver. » Cette anecdote décrit assez bien le travail accompli par les Italiens. New York est loin d'être le paradis tant espéré. Le père de Salvatore Lucania enchaîne les emplois précaires, sans toujours parvenir à boucler les fins de mois. Mon vieux, lui, était devenu journalier. Il gagnait mieux qu'en Sicile, mais pour les États-Unis, cela restait une misère. Ils travaillaient surtout à l'extérieur. Ils y étaient habitués. Il y avait beaucoup de travail en extérieur pour eux. Les Polonais et les Européens de l'Est travaillaient essentiellement à l'intérieur, dans les usines. On ne sait pas très bien comment se sont créées ces divisions, mais on engageait les gens en fonction de leur groupe ethnique et des emplois qu'on voulait leur attribuer. C'est ainsi que ces schémas se sont créés et qu'ils ont perduré. Les Grecs, par exemple, qui sont arrivés en très grand nombre, étaient employés pour vendre du pop-corn et des cacahuètes dans les cinémas dirigés par des immigrés grecs déjà installés ici. Certains sont devenus producteurs de cinéma, comme la famille Skouras, qui a fondé la 20th Century Fox. Quand les immigrants sont arrivés sans parler la langue, ils étaient très renfermés sur eux-mêmes. Les femmes travaillaient rarement hors du foyer. C'est pourquoi elles apprenaient l'anglais beaucoup plus lentement. La première génération a vraiment dû faire des efforts. Essayez de faire les courses dans une langue que vous ne connaissez pas, vous verrez que c'est très très difficile. Il y avait des boutiques tenues par des gens de tel ou tel groupe ethnique. Tout cela contribuait à garder les groupes ethniques isolés les uns des autres. Mais l'école publique remettait tout le monde à niveau parce que tous les enfants allaient dans les mêmes écoles. Et il n'y avait pas d'anglais seconde langue. L'école rassemblait tout le monde et on apprenait l'anglais les uns avec les autres. Du coup, ça se faisait très rapidement. Ce n'était pas simple d'aller dans une école américaine sans connaître un seul foutu mot d'anglais. J'ai appris l'anglais dans la rue et c'est une chose que je regrette vraiment. Ma grammaire est approximative et je n'ai pas beaucoup de bons mots, en plus de mon accent new-yorkais. En Sicile, tout le monde se connaissait et parlait la même langue. À New York, les étrangers tentent de se frayer un passage au milieu d'une foule d'inconnus. Marcher sur les trottoirs est un combat de chaque instant. La lumière artificielle des néons et des becs benzène ne permet pas de distinguer le jour de la nuit. Pour les émigrants sans le sou que la ville tentaculaire retient prisonniers, il n'y a qu'un recours, ceux qui les ont précédés. Ceux qui arrivent les plus chanceux, ils ont un parent qui les attend au pied du bateau. Enfin, une fois sortis de Ellis Island, ils ont quelqu'un. Et ça, on sait que pour les migrations, les chaînes migratoires au sein des familles, au sein des groupes, c'est ça ce qui marche le mieux, avec aussi des garanties de ressources, des garanties de stabilité. Mais pour d'autres qui n'ont pas une personne ou la famille qui est juste là pour les accueillir, il est vrai que c'est créé, même tout un petit business, des compatriotes qui accueillent qui en yiddish, qui en italien,
pour dire aux gens, mais on peut vous trouver un logement, on peut vous aider à trouver le train pour aller plus loin. Alors, parfois, on a peur des associations en pensant que c'est trop communautaire, etc. Mais souvent, on a vu dans la presse yiddish au début du XXe siècle que c'était aussi des lieux de discussion des mœurs américains, d'expliquer le baseball, par exemple, en yiddish, entre yiddishophones. Donc, c'est une façon où la communauté peut aider à comprendre la société environnante et finalement être un marchepied vers l'intégration. La mixité du Lower East Side favorise les rencontres extracommunautaires. C'est ainsi que Salvatore Lucania y fait la connaissance d'un jeune juif qui a fui les pogroms de Biélorussie avec sa famille. Entré à Ellis Island en 1911, l'adolescent s'appelle Meir Lansky. Ensemble, ils font les 400 coups et commencent à racketter les gamins du quartier. Leur amitié perdurera, donnant naissance une décennie plus tard à la plus grande organisation criminelle des États-Unis. Alors que les Italiens s'installent dans Little Italy, entre la 1er avenue et la 14e rue, que leurs activités s'organisent autour d'Elizabeth Street et des bidonvilles du Lower East Side, les Irlandais, qui ont commencé à venir aux États-Unis dès le milieu du 19e siècle, se rassemblent de l'autre côté de l'East River, à Brooklyn, loin des landes irlandaises dévastées par la crise. Embarqué à Cherbourg, William O'Dwyer, futur maire de New York, est âgé de 20 ans quand il s'installe à Brooklyn, après être passé par Ellis Island. O'Dwyer, qui se destinait à la prêtrise en Irlande, n'a pas résisté aux sirènes de l'Amérique. Lorsque ma mère a perdu son travail d'institutrice en Irlande, ce fut une catastrophe économique. Ma tante Annie est venue de Chicago pour nous voir. Cet été-là, j'ai été hanté par la pensée d'aller en Amérique. En 1910, l'année où O'Dwyer quitte l'Irlande, l'île sous domination britannique vit depuis plus de 50 ans une crise alimentaire et politique qui a vidé la moitié de ses habitants. Les Irlandais s'en sont tirés pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, avec la pomme de terre. Parce qu'ils se nourrissaient essentiellement de pommes de terre. Or, fin des années 1840, l'Irlande est touchée par une maladie de la pomme de terre qui détruit complètement leur récolte en peu d'années. Résultat, il y a 8 millions d'Irlandais en 1844, il y en a 4 millions 4 ans après. Et puis, il y a le fait que l'Irlande, elle a été colonisée par les Anglais, qui ont les grands domaines, qui représentent la gentry, et qui tiennent les Irlandais comme des sous-hommes, et qui les tiennent véritablement à l'écart de peu de richesse économique que peut avoir ce pays-là. Pour les soustraire à la misère, O'Dwyer fera venir 6 de ses 8 frères et sœurs aux États-Unis. À New York, la situation des Irlandais, qui représentaient plus de la moitié des immigrants en 1860, reste des plus précaires au début du XXe siècle. Ils sont la proie du typhus et du choléra, les maladies de la pauvreté. Ils ne trouvent souvent pas de travail. Depuis plus de 50 ans, du fait des discriminations dont ils sont l'objet, les Irlandais sont mis en concurrence avec les Afro-Américains. Les Irlandais craignaient la compétition avec les Noirs. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, très peu de bons emplois de l'industrie étaient autorisés aux Noirs. Ils étaient réservés aux Blancs. Les Noirs étaient portiers, ce genre d'emploi basique. On les utilisait aussi comme briseurs de grève. Au début du XXe siècle, Irlandais et Noirs sont presque logés à la même enseigne. Il n'est pas rare que les usines en recherche de main-d'œuvre écrivent dans leurs annonces « No Irish need apply ». Ici, on ne recrute pas d'Irlandais. Les Irlandais
ne sont effectivement pas les enfants chéris de l'émigration américaine, parce qu'ils représentent une émigration sous-développée, beaucoup plus que ceux qui sont arrivés longtemps avant, les Anglais, les Allemands, les pays du nord de l'Europe, qui, eux, étaient des WASP, des White Anglo-Saxon Protestants, et notamment les Anglais. Donc un Irlandais qui a fait souche aux États-Unis est quelquefois mal vu, parce qu'on le voit comme quelqu'un qu'on va avoir du mal à intégrer. William Odoyer multiplie les emplois saisonniers. Jusqu'en 1911, il cumule plusieurs jobs pour payer son loyer. J'avais juste assez d'argent pour m'acheter une chemise et des sous-vêtements, une paire de pompes, et pour survivre pendant une semaine. Un cousin éloigné de ma mère était superviseur général sur le chantier d'un immeuble au 80 Maiden Lane. Je devins membre du syndicat des transporteurs et le coin du saut triangulaire m'entaillait l'épaule tout au long de mon ascension sur l'échafaudage, en haut duquel le maçon attendait les briques. J'étais payé 19,25 $ par semaine et j'arrivais à atteindre 33 $ en faisant des heures sup. Les Irlandais étaient des gens très urbains. Quand ils sont arrivés au milieu du 19e siècle, la terre ne coûtait rien, mais leur expérience comme fermier a été désastreuse. Très peu d'Irlandais voulaient être paysans. Du coup, ils ont pris les emplois dont personne ne voulait, les sales boulots. La police, les pompiers, les conducteurs de tramway. Encore aujourd'hui, le syndicat des travailleurs des transports en commun à New York est en majorité composé d'Irlandais. Ces emplois urbains demandaient plus de muscles que d'intelligence et un faible niveau d'éducation. Peu d'Irlandais de la première génération d'immigrés étaient éduqués. Les femmes irlandaises travaillaient en majorité comme domestiques. S'ils étaient les plus discriminés avant l'arrivée des Juifs et des Italiens, les Irlandais s'intègrent plus facilement. Ils parlent anglais et se jettent massivement dans les administrations publiques. William Odoyer suivra cette voie en devenant, comme tant d'autres, policier. 1917 fut une année formidable. Je me suis marié et je suis devenu citoyen américain. La même année, je réussissais le concours d'entrée à la police de New York et le 17 juillet, j'intégrais l'école de formation des nouvelles recrues avec dans ma poche la plaque numéro 6406. Odoyer est affecté au dock de Brooklyn, alors un vaste chantier. On y construit un dépôt géant pour la marine américaine, car le 6 avril 1917, les États-Unis se sont engagés dans la guerre qui fait rage en Europe depuis 3 ans. La Première Guerre mondiale a éclaté en août 1914 et a eu d'énormes répercussions sur Ellis Island. Tout d'abord parce que la Royal Navy, la marine britannique, a stoppé l'accès à l'Atlantique Nord en exerçant un blocus maritime. Tout le trafic naval était contrôlé par les Anglais. Les bateaux qui allaient et venaient de Russie, d'Allemagne, de la Turquie ottomane, des Balkans, ne pouvaient plus entrer aux États-Unis. Par conséquent, le nombre d'immigrants a diminué de façon drastique. Les services d'immigration se sont retrouvés du jour au lendemain avec des bâtiments vides. En juillet 1916, l'entrée de la station d'immigration est soufflée par l'explosion d'un dépôt de munitions. Un attentat perpétré par des espions allemands. Ellis Island est réquisitionné pour l'effort de guerre. Quand les États-Unis sont entrés en guerre en 1917, certains gros bateaux allemands étaient toujours à quai à Hoboken, de l'autre côté de l'Hudson River à Manhattan. Leurs marins ont été arrêtés en tant qu'ennemis de la nation
et amenés à Ellis Island. Des centaines d'entre eux sont arrivés à Ellis Island. On y a aussi amené les immigrants suspectés d'espionnage pour les placer en détention. L'armée et la marine ont pris le contrôle d'une grande partie d'Ellis Island. Les services de l'immigration ont dû abandonner la majeure partie du site aux forces armées qui en ont fait un hôpital militaire. Quand les premiers blessés ont commencé à arriver de France, des Flandres et d'autres champs de bataille, on les amenait à Ellis Island. Ils souffraient de dépression nerveuse, de traumatismes psychologiques, d'hallucinations. Beaucoup d'entre eux avaient des maladies vénériennes. Sur la partie de l'île qui continue d'administrer l'immigration, un nouveau directeur est aux commandes. Nommé par le président Wilson, Frederick Howe, un démocrate, assouplit les conditions d'accueil réservées aux immigrants. Il était plus libéral que William Williams, qui était républicain. Howe a donc décidé de faire du social. Il disait « Les immigrants qui font l'objet d'une enquête passent des heures entières ici à s'ennuyer. Divertissons-les. » Howe a donc organisé des projections de films muets, des spectacles de vaudeville et des variétés, des concerts. Il a fait venir des artistes, des chanteurs, des danseurs, des comiques, mais aussi des travailleurs sociaux et des missionnaires pour apprendre aux femmes à faire certaines choses à la manière américaine, notamment en ce qui concerne le travail manuel. Le WCA et le YMCA sont venus faire des exercices physiques aux gens. Ellis Island est devenu un endroit beaucoup plus paisible, d'autant plus que les immigrants venaient essentiellement de Grande-Bretagne, de Hollande et de France. Les Américains étaient soulagés. C'était exactement le type d'immigration qu'ils voulaient. Ils préféraient de loin des immigrés des pays scandinaves et d'Angleterre. C'étaient désormais eux les plus nombreux. Il y avait très peu d'Italiens, très peu de Juifs et de Slaves. Comme l'illustre l'introduction du cinéma à Ellis Island, la naissance du 7e art est une révolution qui transforme profondément l'Amérique et un facteur d'intégration pour les immigrants qui apprennent à lire sur les cartons des films muets. Les Nickelodeons, les premières salles de cinéma, fleurissent sur Broadway et la 7e avenue. Salvatore Lucania y fait l'école buissonnière. On aimait aller voir les films, parce qu'il y avait des cartons dans les films muets et ça nous aidait à apprendre l'anglais. On s'asseyait toujours au balcon. C'était moins cher et surtout, on pouvait balancer des trucs sur les personnes assises à l'orchestre. Sam Goldwyn, le futur magnat d'Hollywood, n'est encore qu'un commerçant en fourrure. Comme Lucania, l'immigré juif polonais qui dit être entré aux États-Unis par Ellis Island en 1898, découvre les premières salles de cinéma de Manhattan. C'est une révélation. L'entrée était à 10 cents. Je me suis assis au son d'une valse jouée par un pianiste. Tout autour de moi, des hommes, des femmes et des enfants hésitaient entre le confort durable du chewing-gum et le ravissement fugace des cacahuètes. Bientôt, je ne pouvais plus sortir de mon esprit l'image du héros du film que je regardais. Il m'avait entraîné dans un monde entièrement nouveau et je voulais en faire partie. Pour les plus ambitieux comme Sam Goldwyn, le cinéma est une industrie nouvelle où tout est à construire. S'ils sont leurs propres patrons, les nouveaux arrivants grecs, italiens ou juifs n'auront pas à subir les discriminations. Vous ne pouviez pas être avocat. Dans certains États, il fallait un permis pour être coiffeur. Il fallait un permis pour être dentiste. Un tas de professions nécessitaient un permis pour exercer, tandis que la société devenait de plus en plus complexe. Cela s'est même étendu à des emplois comme vendeur en porte-à-porte. C'étaient des lois propres à chaque État, mais qui rendaient l'accès à certains emplois difficiles pour les immigrants.
Les Italiens et les Juifs, qui sont entrés à peu près en même temps aux États-Unis, se sont lancés au même moment dans des carrières à Hollywood. Pas par des métiers artistiques ou en réalisant des films, mais parce qu'ils possédaient des salles de spectacle. C'est donc grâce à ces salles, à ces chaînes de théâtre, qu'ils ont commencé à se faire des relations à Hollywood et qu'ils ont peu à peu pris le contrôle des studios. Par la suite, ils sont devenus d'importants producteurs, des scénaristes et aussi des stars du grand écran. Mais c'est par le biais des affaires qu'ils ont démarré dans ce milieu. Depuis les premières images du centre d'immigration filmé par Thomas Edison en 1903, Hollywood se passionne pour Ellis Island. Voir les immigrants sur Ellis Island était captivant. Les producteurs, les hommes d'affaires d'Hollywood avaient leur bureau à New York. Ils ont tous vu l'immigration comme un grand thème dramatique. Ils se sont mis à inventer des histoires qui ne parlaient pas nécessairement d'Ellis Island, mais qui mettaient en scène des personnages d'immigrants pauvres. Un Italien pauvre, une petite fille hollandaise pauvre, un Grec ou un Juif pauvre. C'étaient des personnages stéréotypés, mais qui étaient aimés du public américain, et même des étrangers. Charlie Chaplin a par exemple réalisé un film appelé L'Immigrant en 1917. Dans ce court-métrage, le personnage que joue Charlie Chaplin est confronté aux difficultés et aux espoirs que connaissent les nouveaux arrivants. Il y raconte l'inconfort de la traversée transatlantique, le passage devant la Statue de la Liberté, la brutalité des fonctionnaires de l'immigration, la pauvreté. Hollywood adorait Ellis Island. Plusieurs films ont été réalisés avec Ellis Island pour toile de fond. C'est par exemple le cas de Traffic in Souls, sur la traite des Blanches à New York, tourné en 1913, et dont la première a été organisée à Ellis Island, devant un public composé essentiellement de femmes immigrées. De très nombreux films muets ont mis en scène des immigrants, tels que le célèbre The Yellow Ticket, le ticket jaune. Ce ticket, c'est celui qui a été donné à la jeune héroïne russe de ce film. En tant que juive, elle ne pouvait pas aller à Moscou ni à Saint-Pétersbourg parce que tous les juifs en étaient bannis, à en croire l'histoire du film. La gentille fille veut venir aux États-Unis, mais elle doit pour cela passer par Saint-Pétersbourg. Or, si la jeune fille accepte de prendre ce ticket, elle pourra y aller, mais à la seule condition de se prostituer. Ce qui est un grand déshonneur, bien sûr. Évidemment, elle parvient à rester pure. Elle repousse tous les hommes et embarque finalement sur un bateau pour l'Amérique. Quand elle arrive à Ellis Island, elle cache le ticket qu'elle a encore sur elle. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'en est pas débarrassée avant, mais c'est ce que raconte le film. L'interprète de ce film s'appelle Paula Negri. Sam Goldwyn dira à son sujet: J'étais très impressionné par la beauté, les capacités et l'intelligence de cette femme. Elle représente dans la vraie vie tout ce qu'elle incarnait dans Passion ou Carmen. Elle n'apprend pas seulement son rôle, mais aussi celui de tous les autres comédiens. C'est l'actrice dramatique la plus douée de sa génération. Polonaise d'origine tzigane, danseuse et comédienne, Paula Negri fait sensation en interprétant des personnages exotiques. Déjà connue pour ses rôles dans les films d'Ernst Lubitsch tournés en Allemagne, sa réputation précède son arrivée aux États-Unis. C'est une star mondiale qui s'apprête à accoster sur Ellis Island, le 22 septembre 1922. Une foule d'admirateurs est là pour l'accueillir. Au milieu de notre escorte de remorqueurs, un petit bateau arborait fièrement les couleurs nationales de la Pologne et des États-Unis.
Sur une énorme bannière, il était écrit « Bienvenue à Pola Negri, les Polonais d'Amérique ». Quand le navire stoppa à Ellis Island, la presse américaine se rua à bord. Je fus prise de panique devant la bousculade. Et lorsque le douanier demanda au producteur s'il avait quelque chose à déclarer, il s'écria « Oui, Pola Negri ». Ses amours défraient la chronique. Après une idylle avec Chaplin, on la retrouve au bras du Latin lover Rudolph Valentino, lui-même immigré italien entré aux États-Unis par Ellis Island en 1913. Mais la gloire de Pola Negri est éphémère. L'invention du cinéma parlant mettra un terme à sa carrière hollywoodienne. À la fin des années 20, parce qu'on ne lui propose plus aucun rôle, Pola Negri rentre en Europe. C'est la fin d'une époque. Après 2 décennies d'immigration continue, les portes du paradis sont sur le point de se refermer. La xénophobie, sous l'influence des théories raciales européennes, s'est propagée dans la population. Une vague de conservatisme s'abat sur les États-Unis. Les immigrants ne sont plus les bienvenus. Depuis son ouverture 10 ans plus tôt, 1907 est l'année qui voit entrer le plus grand nombre d'immigrants à Ellis Island, le centre d'immigration situé dans la baie de New York, au pied de la Statue de la Liberté. Passé l'inconfort de la traversée transatlantique, le barrage des inspections médicales et la peur d'une expulsion, les immigrants qui ont fui la famine en Irlande, la misère sicilienne ou les persécutions d'Europe orientale s'installent dans le Lower East Side, un quartier de New York à dominante juive. Dans une Amérique conservatrice, qui réserve aux nouveaux arrivants des emplois au plus bas de l'échelle sociale, l'intégration est difficile. Le Sicilien Salvatore Lucania, passé à l'âge de 10 ans sous les fourches codines d'Ellis Island, tombe peu à peu dans la délinquance, pendant que l'immigré irlandais William O'Dwyer fait carrière dans la police, et que le fourreur juif polonais Samuel Goldwyn se lance dans la production cinématographique. Hollywood célèbre dans ses films les immigrants d'Ellis Island. Ils sont notamment incarnés à l'écran par la comédienne polonaise d'origine tzigane, Pola Negri. Quand s'achève la Première Guerre mondiale, une vague de xénophobie submerge les États-Unis et les portes du paradis américain sont sur le point de se refermer. « 11 novembre 1918. Les États-Unis sont les grands vainqueurs de la guerre. Devenus les créanciers de leurs alliés européens, ils s'imposent comme la plus grande puissance économique du monde. L'Europe, en revanche, exsangue, jette sur les mers des cohortes de nouveaux immigrants. Ceux-là viennent de l'Est de l'Europe. Certains fuient le chaos de la révolution d'octobre en Russie, d'autres la grande famine en Ukraine. Mais ce sont surtout des Juifs qui tentent d'échapper à la pauvreté et aux pogroms. En Russie, en Ukraine ou en Pologne, les massacres de civils juifs font près d'1 million de victimes. Les populations juives, il y avait 3 manières de traiter le problème. Il y avait ceux qui devaient absolument se convertir, ceux qui devaient absolument partir et ceux que l'on devait absolument tuer. C'était ce qui se disait dans les milieux un peu raffinés de l'Empire russe dans les années 1900. On émigre
de la Russie, à l'intérieur de l'Empire russe, puis d'autres régions comme la Pologne, la Bessarabie, autant de régions où les Juifs sont chassés, pourchassés, persécutés, massacrés, violés, et qui conduisent donc inévitablement à des départs, et à des départs nombreux, puisque là, on a quand même les chiffres de l'arrivée, et qu'on évalue environ à 600 000, mais je suis sans doute en dessus du chiffre, le nombre de gens, de Juifs, qui sont obligés de partir aux États-Unis dans ces années-là. Gertrude Yelin, une immigrée juive de Russie, a fui les massacres de masse en 1921. La traversée, pour pénible qu'elle soit, n'est rien comparé à son rêve d'Amérique. Before was pogroms and hunger and no life of any kind. I don't even remember my being a child and having toys and luxuries like the children in this country. And besides, that hope to be in America was so great and so sunny that it covered all the pain that we had during our trip. L'euphorie des nouveaux arrivants est de courte durée. Les théories raciales venues d'Europe ont gagné les États-Unis. Plus que jamais, les immigrants sont perçus comme des indésirables. L'Amérique leur ferme ses portes. Les États-Unis ont eu peur des étrangers et les Américains ont dit « nous n'en voulons plus chez nous ». Des lois restrictives ont été votées, obligation d'avoir un passeport, un visa, ce qui n'avait jamais existé comme règle de base. Une loi des quotas a été introduite pour stopper l'immigration de masse. Le Ku Klux Klan a repris de l'importance lui aussi. C'est la résurrection de son pouvoir. Son but était de stopper l'immigration catholique. C'était un mouvement protestant et anti-catholique pendant la Première Guerre mondiale et après. Ils ont pris de l'importance et avaient beaucoup d'influence au Congrès et dans les discussions publiques. Il y avait d'autres groupes qui étaient anti-immigrants. Beaucoup de groupes chrétiens et protestants étaient très sceptiques. Même les usines se sont mises à refuser les travailleurs bon marché. La migration intérieure des Afro-Américains, celle des enfants d'esclaves qui quittent les États du Sud pour s'installer dans les villes de la côte Est, renforce la xénophobie ambiante. On appelle ce mouvement la Grande Migration. Les Afro-Américains quittent la ségrégation et le racisme du Sud pour de meilleures opportunités dans le Nord. Ils viennent travailler dans les usines. Ils y ont relativement plus de liberté que dans le Sud. Beaucoup sont partis de leur ferme pour aller d'abord à Atlanta, à la Nouvelle-Orléans ou dans d'autres villes du Sud avant de monter vers le Nord. Harlem est devenu un quartier afro-américain dans les années 20. Naissance d'une nation, le film de D.W. Griffith, rend bien compte des discriminations dont sont encore victimes les Afro-Américains, incarnés à l'écran par des acteurs blancs, grimés en noir. Le film, l'un des plus gros succès du cinéma américain, fait l'apologie du Ku Klux Klan. Le film de D.W. Griffith est le tout premier film moderne, mais il est aussi basé sur un livre profondément raciste. C'est un film raciste qui parle des Afro-Américains dans le sud du pays et qui a été très populaire aux États-Unis. Le président Wilson, qui se l'est fait projeter à la Maison-Blanche, a dit qu'il l'avait beaucoup apprécié. Le film montrait bien les tensions avec les Afro-Américains à l'époque. Le pays était encore très touché par la ségrégation. Des ouvrages ouvertement racistes obtiennent de francs succès au sortir de la guerre. Le déclin de la grande race, de Madison Grant, publié de manière confidentielle en 1916, devient un best-seller au milieu des années 20.
Le déclin de la grande race de Madison Grant est un cousin de Mein Kampf. Il vient des mêmes idées polluées de l'histoire intellectuelle anglo-allemande. Houston Stewart Chamberlain, entre autres, pensait que les anglo-saxons étaient la race supérieure. Ils ne forment pas une race, et les anglo-saxons n'existent pas. Ils n'ont d'ailleurs jamais existé. C'est un mot qui a été inventé au XIXe siècle. C'était du pur racisme, absolument idiot. Totalement compatible avec les écrits du docteur Joseph Goebbels, avec l'antisémitisme français ou celui de n'importe quel autre pays. Un cousin des protocoles des sages de Sion. On pourrait poursuivre la liste encore longtemps. Le livre de Madison Grant, Le déclin de la grande race, j'ai été obligé de le lire. C'est un ramassis d'ordures, mais il a eu une grande influence. Il a contribué à créer le climat intellectuel ayant permis le vote de la loi sur l'immigration de 1924, et dont l'objectif était de changer la couleur de peau des immigrants qui venaient aux États-Unis. Les États-Unis souhaitent limiter le nombre de juifs, de catholiques et d'autres catégories d'indésirables. Mais la Constitution interdit de cibler un groupe en fonction de sa religion ou de son origine. Donc, comment limiter le nombre d'immigrés qu'on ne veut pas? L'astuce de la législation va être la suivante. En 1921, il y a une première loi des quotas qui va déterminer que ne peut entrer aux États-Unis que 3% d'un groupe selon le recensement de 1910. C'est-à-dire, s'il y a 100 personnes de ce groupe en 1910, 3 personnes peuvent entrer encore, ce qui est très peu, mais déjà ça. On considère que la restriction n'est pas suffisamment forte. Et donc, 3 ans plus tard, on va baisser le pourcentage à 2%. Et on va surtout reculer la date de base à 1890. Et en 1890, il y avait très peu de ceux qui sont les immigrés les plus stigmatisés de l'époque, c'est-à-dire juifs, italiens, polonais, grecs, etc. Donc c'est une astuce qui permet de le faire sans dire dans la législation qu'il y a tel ou tel groupe qu'on n'aime pas. On inspectait entre 5 et 10 000 personnes par jour sur Ellis Island avant la Première Guerre mondiale. Dans les années 20, on n'était plus qu'à 200 par jour. Ils pouvaient garder plus de gens en détention et approfondir leurs enquêtes. Ils pouvaient aussi envoyer les inspecteurs faire des descentes à Chinatown, dans Little Finland, Little Hungary, dans les différentes communautés d'immigrants. Ils s'en sont aussi pris aux immigrants qui s'étaient installés aux États-Unis et qui n'avaient pas réussi leur vie. Les hommes et les femmes qui se retrouvaient dans les foyers, les femmes qui avaient des enfants illégitimes pouvaient être arrêtés et expulsés pour immoralité. Ceux qui avaient commis un crime aussi. Les déportations ont augmenté dans les années 20 et Ellis Island a été désigné comme centre national pour les expulsions. Il l'est resté jusque dans les années 50. Signe du raidissement de l'opinion américaine, les ligues d'ordre moral accusent les immigrés italiens de propager l'alcoolisme. À force de pression sur l'appareil politique, elles imposent la prohibition. À partir du 16 janvier 1920, il sera interdit de fabriquer, de vendre et de transporter de l'alcool sur le territoire américain. Pour certains, le trafic d'alcool est une opportunité à saisir. Salvatore Lucania, l'immigré de Sicile entré à Ellis Island en 1907, se fait maintenant appeler Charlie Luciano. Âgé de 23 ans, il se lance dans le commerce clandestin de spiritueux. À l'ombre de ses aînés, les parrains du crime organisé que sont Dutch Schultz et Joe Masseria, Luciano construit pas à pas un vaste réseau de contrebande qui inonde la côte Est.
avec ses associés, le calabrais Frank Costello, mais surtout Meyer Lansky, l'immigré biélorusse passé comme lui par Ellis Island. Luciano révolutionne les pratiques du milieu en appliquant à la vente d'alcool prohibé les principes de base du capitalisme. Lansky et Luciano sont de purs produits du modèle économique américain. Un jour, Lansky m'a montré un livre, Making Profit, de Frank William Taussig de Harvard. Charlie m'a dit, il y a quelque chose pour nous là-dedans. Ce qu'il raconte peut s'appliquer à nous. Si on a en grande quantité ce que les gens veulent et ne peuvent pas obtenir, alors on peut répondre à la demande et empocher le fric. On doit faire ça avec le whisky. S'en procurer plein, du pur, tombé du camion, et le vendre cher à un tas de personnes qui ne sont pas assez intelligentes pour ne pas le boire. C'est cette règle qui régit le crime organisé, tout comme elle organise le monde légal. This kind of criminal organization, like Luciano and Lansky, ce genre d'organisation criminelle, telle que celle de Luciano et Lansky, apparaît pour la première fois sous la prohibition qui a commencé en 1919 et interdisait toutes les formes d'alcool, non seulement les alcools forts, mais aussi la bière et le vin. Et croyez-le ou non, le jus de raisin. Car le jus de raisin, même non fermenté, une fois embouteillé, finit par présenter un léger degré d'alcool. À partir de là, ils se sont lancés dans des activités qui avaient toujours existé. La prostitution et lentement mais sûrement la drogue. Beaucoup de l'argent gagné était alors réinvesti dans des affaires légales. On avait un plus grand business que celui d'Henry Ford. On contrôlait les champs, les usines, les ateliers de manufacture. On avait un fantastique business de transport. Nos chauffeurs étaient bons et tiraient bien. On avait des comptables et des prêteurs sur gage sur lesquels Lansky veillait comme un faucon. On avait des exportateurs, des importateurs et des avocats. L'immigré irlandais William O'Dwyer, qui a fait ses armes dans la police de New York, est devenu juriste en 1923. Il brigue maintenant un poste de magistrat à Brooklyn. O'Dwyer voit la police dépassée par la criminalité que génère la prohibition. La police n'était tout simplement pas préparée à imposer l'application d'une loi si contestée par le public. L'argent de l'alcool de contrebande paraissait plus propre que celui de la prostitution, parce qu'il venait de personnes qui avaient plus l'air de businessmen que de proxénètes et de resellers. Associé à Capone, son partenaire à Chicago, Luciano a pris du galon. Son pouvoir grandissant inquiète ses rivaux. C'est la guerre des gangs. Enlevé et torturé une nuit d'octobre 1929, Luciano est découvert à moitié mort sur une plage de Staten Island par un policier en faction. Le gangster survit miraculeusement. La seule séquelle visible sera cet œil droit qu'il gardera à moitié fermé. Il a eu de la chance, beaucoup de chance. À partir de là, on l'appellera Lucky Luciano. La légende est en marche. Pendant ce temps, les déportations de clandestins s'accentuent sous le mandat de Benjamin Day, qui dirige Ellis Island entre 1926 et 1931. Thickly, groups of deports are brought from various parts of the country to Ellis Island. They are detained here until such time as arrangements have been perfected to send them to the countries from whence they came. Les activités du centre d'immigration sont dominées par le Bureau des enquêtes spéciales, chargé de décider si les immigrants interpellés seront oui ou non déportés vers l'Europe. Les immigrants qui étaient retenus par les inspecteurs du Grand Hall étaient gardés dans une salle d'attente ou un dortoir. Et le lendemain, ils avaient droit à une audience. Ils étaient convoqués devant le bureau des enquêtes spéciales. Il y avait 8 bureaux différents qui examinaient tous les jours les cas des personnes détenues
en les convoquant et en les interrogeant. Les inspecteurs se réunissaient et l'un d'entre eux disait par exemple « Voilà le cas d'un immigrant autrichien qui est détenu chez nous. Il a enfreint telle ou telle loi. » Ou « Il est entré dans le pays grâce à un faux contrat de travail. » Les inspecteurs devaient prouver qu'il avait commis une infraction, découvrir s'il était vraiment un travailleur illégal en lui posant des questions. Mais beaucoup d'immigrants ignoraient leurs droits. Ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit de faire appel. La crise de 1929 entraîne une inversion des flux migratoires. Le krach de Wall Street, qui a mis le quart de la population active au chômage, jette les Américains sur les routes. Ils vont chercher du travail à l'autre bout du pays, alors que les immigrants repartent vers l'Europe. Ceux qui quittent les États-Unis sont désormais plus nombreux que ceux qui entrent. Les effets de la crise, conjugués à la politique du président Hoover, qui renforce l'application des conditions d'entrée sur le territoire, font d'Ellis Island une île déserte. En dépit de la crise économique, certains poursuivent coûte que coûte leur ascension sociale. C'est le cas de l'ancien fourreur Sam Goldwyn, l'immigré juif polonais devenu producteur à Hollywood. Alors que les studios font faillite ou sont obligés de fusionner, Goldwyn se maintient à flot grâce à ses investissements en Europe. C'est également le cas de Lucky Luciano, qui a largement profité de la prohibition. C'est maintenant une figure incontournable de la mafia américaine. Après avoir éliminé les deux principaux parrains new-yorkais, il a reçu en 1931 le titre de Capo di tutti capi. Luciano est à la tête d'un empire du crime organisé. Ses anciens rivaux lui font le baisement. Le mafieux mène grand train. Il réside dans les suites louées à l'année du Waldorf Astoria ou du Barbizon Palace. On le croise aux premières des films hollywoodiens, une starlette à chaque bras. Il se croit intouchable. Un point de vue que ne partage pas William O'Dwyer. Lui a gravi les échelons au sein du système judiciaire new-yorkais et il a juré de faire tomber Lucky Luciano. Si O'Dwyer parvient à mettre Luciano sous les verrous, cela ne sera pas pour son rôle dans le trafic clandestin d'alcool, car la prohibition vit ses dernières heures. L'abolition est au programme de Franklin Roosevelt, le candidat démocrate à la législature suprême. I pledge myself to a new deal for the American people. L'idée maîtresse que défend le gouverneur de New York à la convention de son parti, c'est le New Deal. Engager de grands travaux d'infrastructure pour donner du travail aux chômeurs. 2 mois plus tard, le 8 novembre 1932, Roosevelt est élu président des États-Unis. Le New Deal, c'était des mesures destinées à réduire les effets de la Grande Dépression. Elles devaient aider ceux qui étaient dans le besoin, réformer le système économique. Elles étaient faites pour sortir le pays de la dépression, mais aussi pour aider ceux qui en souffraient. Le WPA était un programme de grands travaux publics. Cela permettait non seulement de faire travailler les gens et de les payer, mais aussi de construire les grands édifices publics dont le pays avait besoin. Beaucoup de ceux qui travaillaient pour le WPA étaient des immigrants ou leurs enfants. Le New Deal a aidé beaucoup de ces gens. Le WPA s'est servi de leurs compétences pour construire tous ces édifices. Vu le ralentissement des activités du centre d'immigration, le gouvernement américain hésite à engager les travaux du WPA sur Ellis Island. Roosevelt voulait fermer Ellis Island, qui était le poste le plus cher de tout le pays. Il y a eu de nombreux débats là-dessus. Il fallait soit fermer Ellis Island, soit améliorer ses infrastructures, et donc investir plus d'argent. Il a finalement été décidé de ne pas fermer le site, mais de l'améliorer. Un nouveau bâtiment a été construit, un nouvel embarcadère pour les ferries, 2 châteaux d'eau.
L'île a encore été agrandie. Une aire de jeu a été créée. Un artiste a peint une fresque qui est d'ailleurs très belle. Le New Deal et Roosevelt marquent le début d'une période de domination du Parti démocrate aux États-Unis. Une grande partie de l'électorat démocrate est composée des immigrants et de leurs enfants, des différents groupes ethniques présents dans les villes, les Irlandais, les Juifs et d'autres, qui sont attirés par le Parti démocrate et les mesures du New Deal. La politique est un tremplin pour beaucoup d'immigrants. Le Tammany Hall, le siège du Parti démocrate à New York, permet aux plus déterminés d'y faire carrière. Pour beaucoup de groupes ethniques comme les Irlandais, la politique est un moyen de faire marcher l'ascenseur social. On voit des politiciens irlandais, des politiciens allemands. La Guardia arrive dans les années 30. Le premier maire italien de New York, qui est aussi en partie juif, c'est un républicain. Il est opposé au Tammany Hall et au Parti démocrate. William O'Dwyer illustre aussi cette ascension par la politique. L'immigré irlandais est l'un des adjoints au procureur les plus en vue de New York et une figure de premier plan du Tammany Hall. Son ambition, devenir maire de New York et pourquoi pas, président des États-Unis. L'atout de sa popularité, la lutte contre le crime organisé. Aux côtés de Thomas Dewey, le procureur du South District, il livre un combat acharné contre la pègre. Sa principale cible, le syndicat du crime dirigé par Lucky Luciano. Or, le Parti démocrate est irrigué par l'argent de la mafia. Il y a toujours eu une connexion dans les zones urbaines entre les partis politiques, le Tammany Hall et les saloons, les salles de jeu, etc. Il y avait toujours un lien entre la politique et des gens un peu crapuleux. Les villes comme New York étaient très corrompues. Les politiciens recevaient de l'argent pour créer des emplois et ils échangeaient des emplois contre des votes. C'est une tradition qui remonte jusqu'au XIXe siècle. Plus tard, pour le discréditer, Luciano prétendra avoir corrompu O'Dwyer. Dans ses mémoires, Luciano écrit: On avait filé à O'Dwyer un gros paquet de fric. Et pourquoi? Que fait-il pour nous? Costello me dit: O'Dwyer est pire que Dewey quand il croit en ses ambitions. Il est en train de rêver à Washington. Le fils de pute a des étoiles dans les yeux quand il en parle. On ne peut pratiquement plus l'atteindre. O'Dwyer multiplie les arrestations. Des hommes de main de Luciano finissent par tomber dans ses filets. Certains se mettent à table. Le 1er avril 1936, Luciano et ses principaux lieutenants sont arrêtés pour proxénétisme. Les prostituées défilent à la barre. Luciano sourit. Proxénétisme? Une peccadille au regard de ses crimes. Il a tort. Lucky Luciano est condamné à une peine de 30 à 50 ans d'emprisonnement. Cela ne l'empêchera pas de continuer à diriger le syndicat du crime depuis sa cellule de la prison de Dannemora. O'Dwyer est plus populaire que jamais. Si le mérite en revient principalement à Thomas Dewey, le procureur de New York, il est pour tous celui qui a mis Luciano sous les verrous. William O'Dwyer peut sereinement envisager sa candidature à la mairie de New York. Mais son heure n'est pas encore venue. Car le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise bombarde la base américaine de Pearl Harbor. Les États-Unis, qui ne se sont pas engagés les 2 premières années du conflit mondial, se retrouvent précipités dans la guerre. Ils rejoignent la Grande-Bretagne, la France libre et l'URSS, en lutte contre les forces de l'Axe menées par l'Allemagne nazie. Le bombardement de Pearl Harbor a eu d'énormes répercussions en quelques heures sur Ellis Island. Roosevelt a agi très vite.
il a signé un ordre autorisant l'arrestation de tous les Allemands, Italiens et Japonais qui n'avaient pas été naturalisés et qui vivaient dans le pays en tant qu'ennemis de la nation. Beaucoup d'entre eux vivaient ici depuis des années. Une fois encore, Ellis Island est réquisitionnée pour soutenir la guerre. L'île devient un centre d'internement pour les ressortissants des pays de l'Axe, aussi bien civils que militaires. Tout a commencé quand la German American Bund, le parti nazi américain, a été dissous par le FBI vers 1938-1939. C'était un parti très actif, basé dans le New Jersey. Son leader, Fritz Kuhn, a été amené sur Ellis Island. 6 ou 7 000 ennemis de la nation, sans doute plus, se sont retrouvés à Ellis Island. Le FBI, qui procède aux arrestations, ne fait pas dans le détail. Être japonais, italien ou allemand, c'est courir le risque d'être privé de liberté du jour au lendemain. Au point qu'à Ellis Island, certains juifs allemands se retrouvent dans les mêmes cellules que leurs compatriotes nazis. Les Juifs se sont retrouvés dans cette étrange situation. Beaucoup étaient là parce qu'ils étaient restés en contact par correspondance avec les gens au pays. Ils étaient membres de clubs, ils étaient membres d'associations allemandes, ils avaient donné de l'argent à des organisations. Un don de $5 en 1937, par exemple. Et quelqu'un avait vu leur nom sur une liste de donateurs. Les gens étaient arrêtés pour activités suspicieuses, mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient effectivement pro-Hitler. Les conditions de détention sont plutôt bonnes. Les Allemands en particulier jouissent de certains privilèges. Les Allemands se sont plaints que des Noirs leur servent la nourriture ou la préparent. Ils ne voulaient pas non plus manger la nourriture américaine, ils voulaient de la nourriture allemande. Les services de l'immigration ont autorisé les Allemands à installer leur propre cuisine. Ils avaient leur propre cuisine et ils se faisaient servir exclusivement de la nourriture allemande. Il y a eu la même chose pour les Italiens et les Japonais, mais à moindre échelle. Ils n'étaient pas aussi pointilleux que les Allemands. Pendant que les prisonniers de guerre s'entassent dans son centre d'internement, ceux qui ont pu fuir les combats et les persécutions en Europe continuent d'arriver à Ellis Island. Parmi eux, l'ancienne star du muet qui avait fait carrière à Hollywood, la polonaise d'origine tzigane, Pola Negri. Courtisée par les nazis quand elle est rentrée à Berlin, elle a fui l'Allemagne en 1941. Le voyage vers New York est plus pénible que la première fois, car c'est à fond de cale, parmi les déclassés, qu'elle traverse l'Atlantique. Nous étions parqués comme du bétail. Nous devions utiliser des commodités très rudimentaires, mais nous quittions le purgatoire pour le paradis. Lorsque nous entrâmes dans les eaux américaines, l'esprit de liberté s'étendit comme une fièvre galopante. Mais quand elle débarque à Ellis Island à la fin du mois de juillet 1941, c'est la douche froide. Pola Negri est confinée dans une salle d'interrogatoire. Son visa expiré, elle risque la déportation vers l'Europe. Le temps est loin où, au début des années 20, elle était accueillie en fanfare par une foule d'admirateurs et de journalistes. Désormais, c'est une réfugiée parmi d'autres, qui tente de convaincre les agents de l'immigration qu'elle n'est pas une espionne nazie. Après une semaine d'internement, elle est à nouveau autorisée à fouler le sol américain. Tous n'ont pas cette chance. Les Juifs notamment, qui frappent désespérément aux portes de l'Amérique. Mais les portes restent closes. Sans nulle part où aller, ils seront engloutis dans le génocide. Il y a aussi de l'antisémitisme aux États-Unis.
qui fait partie d'une xénophobie plus large aussi. Mais il est vrai que dans les périodes précédant la guerre et pendant la guerre, il y avait bon nombre d'Américains qui considéraient que la guerre, c'était la faute des Juifs. Une des grandes controverses sur l'immigration pendant la Seconde Guerre mondiale était quoi faire des réfugiés juifs. Ils avaient du mal à entrer aux États-Unis car les quotas pour les immigrants juifs de Russie ou de Pologne étaient très bas. Le pays a donc refusé les réfugiés juifs qui fuyaient le régime nazi en Europe. Pendant que les Juifs sont assassinés par millions dans les territoires conquis, Sam Goldwyn, devenu l'un des nababs d'Hollywood, tente de faire venir sa sœur et son beau-frère restés en Europe. Il leur fait parvenir une somme d'argent, 2500 $, qu'ils devront récupérer pour gagner Londres avant d'embarquer pour New York. Mais surpris par l'avancée nazie, le couple ne parvient pas à quitter la Pologne. D'abord confinés dans le ghetto de Varsovie, ils seront déportés au camp d'extermination de Treblinka et disparaissent dans la chambre à gaz. Un nombre important de Juifs est arrivé aux États-Unis, mais il est clair que beaucoup d'autres auraient pu être sauvés. La tentative la plus connue est celle de faire passer une loi au Congrès pour faire venir 10 000 enfants juifs. Roosevelt a personnellement soutenu le projet de loi. Il a demandé à sa femme d'en parler autour d'elle et d'encourager au maximum cette initiative. Je ne peux pas en parler moi-même, disait-il, pas maintenant. Son opposant était Charles Lindbergh, qui était un antisémite notoire. L'élection est passée, mais Roosevelt n'a jamais trouvé le temps de parler de cette loi. Roosevelt n'a pas voulu risquer de dommages politiques. Il ne voulait pas perdre l'élection. Il voulait que les Nations Unies réussissent ce dont ni Churchill ni Staline ne se préoccupaient. Et c'était pour lui plus important. C'est une page pleine de taches dans le parcours de Roosevelt qui ne pourront pas être effacées. Mais les hommes d'État ont rarement la conscience tranquille. Le 22 janvier 1944, Roosevelt finit par mettre en place le Refugees of War Board, le comité des réfugiés de guerre, qui doit assurer le sauvetage des Juifs en collaboration avec les pays neutres. Beaucoup de Juifs sont arrivés à Ellis Island grâce à cette loi. À leur arrivée, la plupart souffraient de troubles psychologiques, de détresse émotionnelle. Ils avaient vécu une terrible épreuve. Et ils arrivaient à New York, où ils avaient un frère ou un oncle quelque part, un parrain dans une ferme au Nebraska. Et donc, des milliers de Juifs et de chrétiens sont arrivés grâce à cette loi et sont passés par Ellis Island. Renforcé un an plus tard par le Displaced Persons Act, le comité des réfugiés de guerre est dirigé par William O'Dwyer. Très populaire au sein de la communauté juive pour ses positions sionistes, O'Dwyer venait de rentrer d'Europe où il s'était battu contre les nazis. Le Displaced Persons Act de 1945 a fini par aider plus de chrétiens que de juifs.
Surtout les populations slaves qui avaient été déplacées de Pologne, d'Allemagne, d'Ukraine et d'autres pays occupés par l'Allemagne. Throughout the world, throngs of people hail the end of the war in Europe. It is 5 years and more since Hitler marched into Poland. Years full of suffering and death and sacrifice. Now the war against Germany is won. Lorsque le comité des réfugiés de guerre est dissous en 1945, William O'Dwyer est élu maire de New York. Mayor O'Dwyer, welcome. It's now my happy privilege to formally turn over to you the government of the city of New York. And the best of luck to you. Thank you, Mr. Mayor. It is yours. Il était devenu un véritable héros en mettant Lucky Luciano en prison en 1938. Un grand héros national. Toutes les communautés l'appréciaient, juifs, italiens, tous les New-Yorkais. Il a même fait la couverture de Time Magazine. William O'Dwyer, dont le mandat à la mairie de New York court de 1946 à 1949, redonne son lustre à la ville. Il décroche la construction du siège des Nations Unies, centralise les projets immobiliers, coordonne l'organisation des transports urbains. Le budget de la ville dépasse le $1 milliard. L'une de ses premières initiatives sera de réhabiliter le Lower East Side, le quartier historique des immigrants. This is the slum. In slum areas, death from tuberculosis is twice as much as that of other areas. Death in infancy is almost double the city's average, and the general death rate is 1/3 higher than the death rate of all New York. There is only one answer. The slum must go. C'est alors que son ennemi de toujours, Lucky Luciano, est libéré pour service rendu à la nation. Via son réseau sicilien, il aurait fourni des renseignements aux Alliés pendant la guerre. En contrepartie, il doit prendre le chemin de l'exil et ne jamais remettre les pieds aux États-Unis. Il quittera l'Amérique par là où il était entré 40 ans plus tôt, Ellis Island. Luciano ne croit pas à un exil définitif. Depuis les bâtiments qu'il avait traversés à l'âge de 10 ans, rejoint par ses principaux lieutenants, il met de l'ordre dans ses affaires, dans l'attente de son retour. En vrai chef d'état-major, il remet ses instructions à ses subordonnés, délègue les responsabilités et met en chantier ses prochains plans de campagne. Au matin du 9 février 1946, alors qu'il vient de lever l'ancre, O'Dwyer serait venu lui adresser un dernier salut. Soudain, nous nous sommes arrêtés parce qu'une vedette des pompiers longeait notre bateau. J'ai vu des gars avec des cols en velours monter à bord. C'était le maire en personne, William O'Dwyer, qui me tenait par l'épaule. Après ça, on a dépassé la limite des 3 miles et il n'y avait plus que l'océan. J'étais sur le chemin du retour vers l'Italie et je n'aimais pas du tout ça. On aimerait croire Luciano quand il écrit ces lignes. Une fin digne d'Hollywood, où le héros et son double dans le crime échangent une poignée de main sur fond de bannière étoilée. La part de légende du rêve américain. Mais O'Dwyer n'a jamais confirmé.
The Motion Picture Industry Council meets to draft a letter to the House Un-American Affairs Committee, now in session in Hollywood. The Motion Picture Industry Council reaffirms its consistent opposition to communism, its works, its members, its methods. En 1947, quand le dernier prisonnier de guerre est libéré d'Ellis Island, un nouveau conflit menace le monde. Les États-Unis se retrouvent face à face avec l'URSS, leur allié d'hier. L'Europe est divisée. C'est la guerre froide. Le sénateur McCarthy n'est pas encore à la tête de la commission des enquêtes du Sénat, mais la chasse aux sorcières, la traque des communistes, a déjà commencé. Hollywood est dans la ligne de mire des commissions sur les activités anti-américaines. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism. The question is, have you ever been a member of the Communist Party? Mais ce sont les étrangers qui sont les premiers visés par la liste noire de la présidence Truman. Les personnes suspectées d'activités communistes sont internées à Ellis Island. Ellis Island a été utilisé par les services de l'immigration et le gouvernement comme un centre de détention pour ceux qui étaient soupçonnés d'activités communistes ou qui s'étaient prononcés en faveur du communisme ou de toute organisation d'extrême gauche. Des centaines et des centaines d'hommes et de femmes, pas toujours des immigrants, parfois même des touristes qui descendaient de la première classe du Queen Mary ou qui venaient de l'aéroport, étaient arrêtés et amenés à Ellis Island pour y être interrogés. C'est le cas de l'auteur et comédien anti-nazi George Voskovec. Voskovec avait travaillé pour un service de propagande américain pendant la guerre. Il était ensuite rentré à Prague pour participer à la reconstruction de son pays. Mais le communisme en Tchécoslovaquie ne lui permet pas de travailler comme il le souhaite. Voskovec décide de s'enfuir pour s'installer définitivement aux États-Unis. Il est arrêté quand il pose le pied à l'aéroport de New York. George Voskovec. Yes. Nationality, Czechoslovakia. That's right. What do you do, Mr. Voskovec? I'm a writer. Who do you write for? You say you're a writer. Who do you write for? Oh, I used to write for UNESCO in Paris. I have a theater there now. I'm an actor. Which is it, Mr. Voskovec? An actor or a writer? I'm an actor and I also have done some writing. I see. Dans ce téléfilm intitulé I Was Accused, Voskovec, qui joue son propre rôle, dénonce la paranoïa anticommuniste qui lui valut d'être détenu sur Ellis Island à son retour aux États-Unis. Sorry, Mr. Voskovec, I'm afraid you'll have to be detained for a while. Hey, what for? Some technicality about your entry. They'll explain it to you when you get there. If you'll just sit down over there. When I get where? Ellis Island. If you'll just sit down. Ellis Island? Le gouvernement avait des soupçons sur lui. Il pensait que c'était peut-être un espion. Il sera détenu pendant plusieurs mois à Ellis Island vers 1950, pendant que le gouvernement enquête sur son cas. C'était une situation très difficile. Beaucoup de détenus ne savaient pas pourquoi ils étaient là, ni quelles étaient les preuves contre eux, parce que tout cela avait à voir avec la sécurité nationale et que les informations étaient gardées secrètes. Il y a un petit parfum d'inquisition dans tout ça, avec ces détenus qui languissent sur Ellis Island sans savoir combien de temps ils y sont retenus. Pour les détenus de la guerre froide comme George Voskovec, la détention était très ennuyeuse. Il n'y avait pas beaucoup d'interrogatoires. C'était surtout de l'attente. La plupart des opérations étaient gérées depuis Washington, dans des bureaux où les gens décidaient du sort des détenus. Les prisonniers lisaient probablement beaucoup, ils se promenaient sur l'île. Ils étaient détenus dans de bonnes conditions. Voskovec ne s'est jamais plaint des conditions. Il se plaignait du fait que ça restait quand même une prison, peu importe les conditions. Après 10 mois passés dans les geôles d'Ellis Island, l'erreur judiciaire est avérée
et Voskovec, libérés. Mr. Voskovec, it is the finding of this Board of Special Inquiry that you are free to enter the United States. Mr. Voskovec, there's a 3 o'clock ferry and a 5 o'clock ferry. Which one would you like to make? I'll take the 5 o'clock ferry. I'm not in a hurry. Le téléfilm I Was Accused, diffusé en prime time sur NBC en 1955, résonne comme l'épitaphe d'Ellis Island. Le centre d'immigration a fermé ses portes 1 an plus tôt. 250 employés s'y occupaient de 230 détenus, trop peu pour l'administration Truman. Au-delà de l'argument budgétaire, les détentions abusives du McCarthyisme ont jeté une ombre sur le centre d'immigration depuis longtemps en sursis. Élu président des États-Unis en 1953, Eisenhower décide de fermer le site. Ces bâtiments seront laissés à l'abandon, jusque dans les années 80. Voskovec, Goldwyn, Negri, Luciano ou Dwyer ont depuis longtemps quitté la scène. Cloîtré dans sa villa napolitaine, Luciano n'a jamais pu rentrer aux États-Unis. Il meurt en 1962, le jour où Hollywood lui faisait parvenir le scénario de son biopic. Il aura ruminé le mal du pays jusqu'à son dernier souffle. La fin de carrière d'O'Dwyer est pathétique. Accusé d'avoir été corrompu par Luciano, l'ancien maire de New York est sommé de s'expliquer devant les tribunaux. I didn't send down to New York for a single dollar. You called up. I did not. Well, now, would you like to go into that? Yes, I would. All right, and I challenge you. Il s'éteint 2 ans après le gangster à Mexico, où il s'est réfugié pour échapper aux poursuites. Paula Negri disparaît dans l'anonymat et l'isolement à l'âge de 92 ans. George Voskovec, qui poursuivra une carrière de comédien après avoir obtenu la nationalité américaine, succombe à une crise cardiaque en 1981, laissant derrière lui une filmographie de plus de 70 longs métrages. Quant à Sam Goldwyn, lui qui avait écrit qu'Ellis Island était la porte du rêve américain, on apprendra après son décès survenu en 1974 qu'il avait travesti sa biographie. Goldwyn n'était pas entré aux États-Unis par Ellis Island, mais par la frontière canadienne. Mieux que personne, l'illusionniste du cinéma hollywoodien avait compris que le rêve américain était indissociable de la légende d'Ellis Island. Les immigrants d'Ellis Island ont fait souche aux États-Unis et leurs enfants y ont prospéré. Les damnés d'hier sont devenus les Américains d'aujourd'hui. Puis, venus des pays de l'hémisphère sud, d'autres leur ont succédé, qui ont rencontré les mêmes difficultés. Dans les années 80, Ellis Island a été réhabilité. Sa mauvaise réputation, lieu de discrimination et de détention, a peu à peu disparu. L'île s'est refaite une virginité. Sous la présidence Reagan, elle a été transformée en musée. Un mausolée dédié à l'histoire de l'immigration, à sa contribution à l'histoire de l'Amérique. L'administration Reagan en a fait un symbole de l'Amérique, un bel endroit sans aucune zone d'ombre. On ne parlait pas des expulsions, des détentions, des ennemis étrangers, des communistes, des nazis, des fascistes, rien du tout. Il n'y avait pas le moindre mot là-dessus. Ce n'était plus que la magnifique porte d'entrée des États-Unis.
Les portes du centre d'immigration se sont refermées pour toujours, mais le site demeure comme une invitation au rêve. La vision nostalgique d'un monde perdu, celui où l'Amérique rimait avec la liberté et la réussite, où les drames et la misère se terminaient en happy end à Ellis Island.